Chers amis auditeurs de Radio Rumori, d'où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, selon justement les endroits où vous vous trouvez. Je suis ce soir avec Maître Jean Flamme, qui va essayer de nous donner sa façon de voir les choses à propos des génocides avec S à la fin, qui se sont passés au Rwanda. Parce que d'après lui, ils sont pas, c'est pas seulement un génocide, mais ils sont plus d'un. Voilà, bienvenue donc dans notre émission. Bonsoir, Maître Jean Flamme. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Récemment, on vous a entendu parler à propos des génocides, des périodes difficiles que le Rwanda a connues depuis 1990, 1990, si vous voulez bien. Oui. Bon, et dans vos propos, vous disiez sans embâche que, d'après vous, il y a eu plusieurs génocides. Vous n'êtes pas le seul, mais bon, voilà, c'est vous que nous avons sous la main et nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à notre appel. Justement, parlant des génocides, votre profil vous permet d'en parler euh, et de ne pas se tromper, voir votre profil professionnel, voir votre métier. Donc, vous savez ce dont vous parlez quand vous parlez de génocide avec S au Rwanda. Oui, merci de cette introduction. Chez nous, en ce qui me concerne, tout a commencé par la première mission d'Avocats sans frontières en août 94, où nous avons participé à une mission commune organisée par Médecins sans frontières. C'est mon ami Réginald Morels qui nous avait invités à accompagner au Rwanda avec plusieurs autres ONG afin de voir chacun de son côté ce qu'on pourrait faire. Évidemment, la situation, d'abord, on a été dans le camp de réfugiés de Mugunga, au Congo, à la frontière. Déjà là, c'était évidemment très confrontant de voir tous ces gens qui avaient tout perdu, leur propriété, une partie de leur famille, évidemment, qui étaient là dans ce camp, dans des conditions humanitaires atroces. Il y avait le choléra qui s'annonçait et des tas de maladies. Il y avait le volcan qui pouvait rentrer en éruption, ce qui s'est passé par après quand même aussi à tout moment. Le sol était dur. Quand il pleuvait, l'eau ça se transformait parfois en rivière. Enfin, c'était assez terrifiant. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus où je relate cette première partie de la mission et oui, la mission dans son entièreté. C'est la première partie du livre. Mon livre s'appelle, je suis en train de le traduire en français, Rwanda 1994, la conspiration des puissants. Pourquoi cela? Parce que je suis vite arrivé à la conclusion dans les dossiers que j'ai traités, qui sont un peu divers, parce qu'il y avait là-dedans aussi le dossier contre Thomas Lubanga, l'ancien président de l'Ituri, qui était le premier accusé devant la Cour pénale internationale. Donc j'étais le premier avocat à avoir plaidé à la Cour pénale internationale. Mais j'ai, après 1 an et demi, donné ma démission parce que je ne recevais pas les moyens nécessaires pour mener cette mission à bien. C'était très limité ce que je recevais comme possibilité d'enquête et aussi d'examen et de présence à l'audience. J'avais quelques stagiaires, mais ces stagiaires n'avaient aucune expérience. Donc tout ça, c'était quand même bien étudié. Mais bon, ça m'a permis, ensemble avec l'affaire Bemba quand même aussi, où j'ai été
devant la CPI et l'affaire Mouvouni devant le TPIR, j'ai réussi à rassembler un puzzle, ce que j'ai toujours appelé un puzzle, parce qu'évidemment, quand nous arrivions là-bas au Rwanda en août 94, on ne savait rien. Et la plupart des gens là-bas, je l'ai appelé dans la salle d'audience, il y a un iceberg, on ne voyait que la pointe de l'iceberg, ce qui était visible. Et il fallait évidemment examiner le dessous de l'iceberg aussi. Et moi, je suis arrivé à la constatation qu'une partie de ce dessous était l'or du Congo. Donc, un iceberg en partie en or. Mais évidemment, c'était caché à l'époque. Donc, tous ces, disons, ces dossiers m'ont permis de rassembler un puzzle ensemble avec tous les ouvrages que nous connaissons maintenant. On a pris le temps, 30 ans, hein, euh, et des journalistes, des professeurs d'université ont examiné, ont étudié, ont rassemblé des preuves qui n'étaient pas disponibles à l'époque et sont arrivés à des constatations que j'appelle quand même assez stupéfiantes. Et j'appelle ça les complicités internationales. Parce que le FPR, évidemment, qui est la force attaquante, je dis ça aussi dans l'affaire à Bruxelles, il ne faut pas oublier que le 1er octobre 1990, le FPR a commis le crime le plus grave en droit pénal international, le crime d'agression, une guerre d'agression. Cela veut dire une guerre sans justification. Le Rwanda n'avait pas attaqué le FPR et n'avait pas attaqué l'Ouganda. Et ça, c'est la seule justification possible, c'est l'autodéfense. Excusez-moi de vous interrompre, mais la raison des réfugiés qui veulent rentrer chez eux n'est pas une raison suffisante pour justifier une agression? Non, pas du tout. Ils doivent demander un visa. C'est ce qu'ils doivent faire. Et si le visa est refusé, ils doivent aller en appel ou je ne sais pas quoi. Mais ils doivent suivre les chemins. N'oublions pas non plus quand même que ces réfugiés, souvent, ont quitté volontairement le Rwanda après la révolution sociale qui a amené au pouvoir un président Hutu et un parlement Hutu, en grande partie. Donc c'est volontairement la plupart qui ont quitté le Rwanda parce qu'ils avaient perdu le pouvoir. Le Moami et tous ses cercles autour de lui. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que ces réfugiés en Ouganda s'étaient militarisés et avaient aidé d'abord Museveni à renverser Milton Obote. Et évidemment, après, c'était devenu un peu une force encombrante pour Museveni. Qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant, puisque j'ai le pouvoir? Le but est atteint. Et donc, c'était une guerre d'agression. Non, donc retourner au Rwanda n'est pas une raison de guerre. Vous imaginez, allez, je donne un exemple, un mercenaire belge qui, comme il y en a eu beaucoup en Afrique, veut rentrer en Belgique, on lui interdit de revenir parce qu'il a commis des crimes. Euh, il ne peut pas prendre les armes contre la Belgique pour rentrer en Belgique. Hein, ça, c'est quand même assez évident. Ça n'est pas une raison de guerre, non, pour répondre à votre question. Oui, Maître Flamme, vous venez de nous donner un arrière-fond du début ou des raisons euh, qui ont, qui ont fait qu'au Rwanda, la situation, à partir de 1990, 1990, s'est dégradée et qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu tout ce que nous connaissons. Euh, et d'après le profil que vous venez de nous décrire, hein, votre profil de votre carrière, votre rencontre avec les différents éléments qui vous ont ouvert les yeux sur la situation, qui vous ont donné la vraie image
de la situation au Rwanda depuis 1990. Donc, vos propos, je crois, en tout cas, votre vécu que vous exprimez, personne ne peut le contester. Donc, ça a vraiment sa valeur. C'est pourquoi d'ailleurs nous vous avons invité. Et très récemment, on vous a entendu justement dire que depuis 1990 ou Ouais. 1990 pour les Français, au Rwanda, il y a eu plus de génocide. Donc, vous parlez du début, du commencement de ces génocides, mais on ne sait pas si aujourd'hui ces génocides ont cessé ou alors si ça continue. Vous allez nous en parler. Euh, vous en comptez combien de génocides ils se sont commis comment et Oui. où, Monsieur Flamme? Moi, j'en compte 4 Hmm. et je m'explique. Mais généralement parlant, on parle du génocide contre les Tutsis, donc un génocide. Là, je parle du génocide contre la population rwandaise. Parce que quand on dit il y a eu 800 000 Tutsis qui sont morts, et il y a même, Madame Dumas parle de 1 250 000 Tutsis, mais il n'y avait pas autant de Tutsis au Rwanda à l'époque. C'était une minorité, 10% environ, sur une population, je crois, à l'époque, entre 7 et 8 millions. Hein, ça fait maximum 800 000. Mais si 800 000 Tutsis sont morts, il n'y aurait plus eu de Tutsis au Rwanda. Donc c'est assez absurde ça. Et il est certain que, vu dans sa totalité entre 1990 et 1994, et là je me base sur des auteurs importants comme Judy Rever, la journaliste d'investigation canadienne, elle parle du premier génocide contre les Hutus entre 1990 et 1994. Il est certain et documenté que le FPR a visé des villages Hutus dès le début et que c'était un de ses buts, l'extermination de la population Hutu, euh, que ces gens se sont réfugiés dans des camps de réfugiés où se sont ajoutés les réfugiés burundais qui fuyaient les exactions suite à l'assassinat du premier président Hutu, Melchior Ndadaye, en 1993, qui, ce qui arrangeait très fort les FPR. Alors, ma question est-ce que les FPR n'avaient pas aussi une main dans ce premier assassinat? De toute façon, cela a déstabilisé le Rwanda, puisque des tas de réfugiés se sont ajoutés dans les camps. Il y en avait quand même pas mal des camps de réfugiés, et que ces camps de réfugiés, le FPR les attaquait à l'arme lourde, en ayant volé les propriétés de tous ces gens du Rwanda, qui ne savaient donc plus retourner même dans leur maison. On volait des propriétés aussi. Ça aussi, c'était un but des rebelles du FPR et des mercenaires du FPR. C'était des rebelles mercenaires soutenus par les États-Unis. Ça, il faut le dire. Hein. Et ils bombardaient des camps, justement, indistinctement, que ce soit les Hutus et les Tutsis inclus. Donc, c'est pourquoi vous dites que c'était un génocide contre les Rwandais. Oui. Écoutez, on appelait les Tutsis qui étaient restés au Rwanda, et il y en avait beaucoup, on les appelait en Ouganda les petits Tutsis. Pourquoi? Parce que on les traitait de lâches. Ils sont restés. Et donc, c'était quantité négligeable. Il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est très important parce qu'à mon sens, et c'est ça le puzzle que j'ai constitué, c'est assez terrifiant. Le génocide aussi contre la population Tutsi au Rwanda était planifié. Il n'y a eu qu'un planificateur et c'était Kagame, le FPR. Et c'est dit dans sa lettre du 10 août 1994 adressée à son bureau
au bureau du FPR à Bruxelles. Le bureau du FPR, déjà, alors, était à Bruxelles. Donc ça, quand même, c'était une complicité de la Belgique aussi. Il n'y avait pas que les États-Unis. Il y avait le Royaume-Uni, la Belgique et quelques autres pays, l'Israël aussi, mais très caché. Donc, il faut voir derrière le rideau, hein, il faut voir en dessous de l'eau l'iceberg. Euh, et donc, voilà, ce premier génocide, qu'on peut qualifier ainsi, parce qu'on parle de plus d'un million de morts, était majoritairement dirigé vers la population Hutu, et ne l'oublions pas, ça j'appelle le troisième génocide, la population Twa, que tout le monde oublie et qui a été anéantie. Je sais bien que les Twa, c'était peut-être 2% de la population, mais c'est quand même un nombre important de personnes qui ont été tuées, hein, et personne n'en parle des Twa. Donc il y a eu un génocide contre les Twa aussi. Donc génocide contre les Hutus, génocide évidemment aussi contre la population rwandaise Tutsi, génocide contre les Twa, et le quatrième génocide, c'est celui qui est encore toujours en cours au Congo. Kagame a commencé à attaquer le Congo à partir de 1996 pour s'approprier les richesses. Il a même réussi à faire main basse sur la présidence par personne interposée jusqu'à Kabila fils. Et il avait tout en main au Congo. Et dans sa lettre, cette fameuse lettre du 10 août 1994, il dit tout ça. Il dit, il remercie le FPR pour avoir acquis le pouvoir. Ça, évidemment, c'était le premier objectif, se saisir du pouvoir. Euh, et deuxièmement, il dit, après ça, maintenant, on va s'occuper de la population Hutu avant qu'ils ne s'organisent. Donc, il avoue que la population Hutu n'était pas organisée, qu'il n'y avait pas de planning du génocide contre les Tutsis. Et il dit, et puis, on va s'occuper du Burundi, qu'il faut complètement déstabiliser, et finalement, on va y aller au Congo, et nous avons déjà des agents belges et autres qui sont en train de prospecter pour nous là-bas. Voilà le plan. Oui, c'est ça le plan. Et nous voyons déjà l'ensemble. Mais ce qui est curieux, c'est que justement, Kagame, lui, il dit que le plan a été fait par le président Habyarimana. D'ailleurs, vous en aviez parlé. Le président Habyarimana, dont l'avion a été abattu Oui, par Kagame, hein, ce oui. n'était pas pour personne. Et il dit que Avec des missiles russes, hein, oui, pilotés. il y a eu des preuves, même si ils ont essayé de Oui, mais les... ces missiles russes avaient été livrés à l'Ouganda, hein, l'allié du FPR. Hein. Donc les phares, les forces armées rwandaises n'avaient pas de missiles. Hein. Donc, si il y a eu planification, elle a été faite par qui? C'est ça la question C'est en ça fait. la question. Et pour moi, c'est le FPR. N'oublions pas que, et ça c'est un élément nouveau qui a surgi, disons, il y a un an et demi, le TPIR avait enquêté sur cet assassinat des deux présidents Hutus. Hein, il ne faut pas oublier le deuxième président Hutu du Burundi assassiné et le président Hutu du Rwanda assassiné. C'est assez unique dans l'histoire humaine. Deux présidents en fonction qu'on assassine en même temps, plus le chef d'état-major rwandais. Donc on euh, le, décapite le militaire en pleine guerre. À qui arrangeait cet assassinat, quand même surtout au FPR. Hein. Il est difficilement imaginable, comme je l'ai déjà plaidé, que euh, et aussi bien au centre de Kigali que à l'extérieur,
que dans cette situation de guerre très menaçante, des Hutus auraient eux-mêmes décapité le politique et le militaire, et ce serait ainsi. Ils l'ont prouvé. Le FPR savait qu'en descendant l'avion, le génocide contre les Tutsis allait exploser. Et ça a explosé à partir du 7 avril. Bon, pour moi, il s'agit surtout d'une guerre civile. Il s'agit surtout d'une guerre civile. Euh, mais ce contingent dont j'ai parlé, qui était prévu par les accords d'Arusha, qui se trouverait à Kigali, tout près du Parlement, hein, en plein centre de Kigali, le FPR avait des troupes, euh, en vue évidemment de l'exécution de l'accord de paix d'Arusha qui prévoyait l'intégration politique et militaire du FPR. Okay. Donc Abiyarimana avait accepté ça, puisqu'il avait laissé s'installer les militaires FPR en plein milieu de Kigali. Donc ça, c'était quand même un acte d'exécution du plan de paix. Mais la seule force co-signataire des plans de paix, le FPR, ne l'entendait pas ainsi. Et là, il y a des preuves. Et donc, je retourne à ce que j'allais dire. Il est apparu que le, le bureau du procureur, près le TPR, qui a enquêté pendant des années, évidemment, surtout, euh, avait une cellule qui s'occupait du FPR. C'était le fameux monsieur Hourigan, le procureur australien, qui à certains moments a téléphoné à Louise Arbour, la procureure en fonction de ce temps-là, en disant, écoutez, nous avons des anciens du FPR qui ont témoigné concernant l'assassinat des présidents, la descente de l'avion. Et c'est effrayant, mais c'est le FPR qui l'a fait. Il y a eu des réunions dont on connaît la date et les gens présents, dont Kagame lui-même, quelques mois avant l'assassinat, Kagame lui-même, le tristement célèbre général Kabarebe, qui est la tête pensante de la guerre du Congo, du génocide au Congo, et quelques autres, un autre général aussi. L'autre général, dont je n'ai pas le nom dans la tête, aurait déclaré à cette réunion, textuellement, si on ne descend pas cet avion, ça n'aura servi à rien. Et tout ça, c'est dans le dossier classé top secret par Louise Arbour, sous pression de Kigali et des Américains, évidemment. Si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, là, tout ce que l'ambassadeur de l'époque belge au Rwanda, M. Johan Swinen, au procès qu'il a déjà témoigné, a appelé l'évangile de Kagame, auquel je ne souscris d'aucune façon. Nous savons d'ailleurs, quand on parle d'un évangile, il y en a eu plusieurs, hein, des évangiles dans la Bible. Donc, ça n'est pas la vérité, un évangile. Hein. C'est la vérité de Kagame qui ne sert qu'à, a posteriori, justifier sa guerre d'agression, cette tuerie au Rwanda, sa prise de pouvoir, et alors son tournant vers le Congo, but final de toute l'opération. Ça, Maître c'est le plan. Foucault, si vous voulez bien, vous parlez d'une cellule au sein du tribunal pénal international pour le Oui, Rwanda qui avait commencé à enquêter sur les crimes du FPR oui, oui, depuis les débuts jusque... enfin, oui. mais cette cellule, elle a été dissoute, elle a été... quelle a été la fin de cette cellule et c'est venu de qui? Vous venez de parler des Américains, est-ce que c'est... Eh Ils bien, étaient impliqués? monsieur Hourigan, euh, Louise Arbour lui a demandé de venir à La Haye parce que le bureau du procureur à cette époque-là était à La Haye, Yougoslavie, Rwanda ensemble, ce qui quand même était quand même une... Je, je n'ai jamais compris ça, mais bon. Euh, et il a été reçu par Louise Arbour
qui avait dit au téléphone qu'elle était très intéressée par ces témoignages. Et quand il est arrivé dans son bureau, elle a dit, Monsieur Hourigan, vos témoins ne sont pas crédibles. Sur quoi Hourigan, mais enfin, madame, nous étions plusieurs à les avoir entendus. Euh, et moi, je dis, ces gens, en parlant, ont risqué leur vie, ce qui authentifie évidemment leur témoignage par ce fait même. Euh, et Hourigan est licencié quelques semaines après. On le renvoie en Australie et il est mort pas tellement longtemps après d'un infarctus. Bon, il y a des infarctus qui sont parfois suspects. Euh, Comme Alison Desforges est morte dans un avion qui est tombé, aussi pas tellement longtemps après son tournant, parce qu'elle est le témoin du procureur, quand elle a dit que la planification n'a pas existé. Ce qui était aussi la conclusion des juges dans beaucoup de procès, par exemple le haut commandement militaire, Bagassoré, Gracien Kabiligui a été acquitté pour tout, hein, pour tout. Mais Bagassoré, le prétendu cerveau du génocide contre les Tutsis, a été acquitté pour entente à commettre le génocide. Donc, dans ces attendus, le jugement dit le procureur n'a pas prouvé le plan existant. Voilà, c'est pas prouvé. Et en Belgique maintenant, envers mon client, on prétend qu'il a été un planificateur. Je dis, mais enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le TPI, après des années de recherche, a rejeté ça. Et vous, ici, vous n'avez même pas fait d'enquête à ce sujet. Oui, Et qui vous basez était-il? sur certains témoins. Oui, je comprends votre C'est absurde. indignation parce que votre client, il était quoi? Il était qui par rapport Oui, euh, à ce qui dirigeait à ce moment-là? Puisque ce qui dirigeait était déjà acquitté de cette allégation. Donc, bah, votre client, je suppose qu'il n'était rien par rapport à ceux qui ont été acquittés de cette préparation, de cette... oui. Écoutez, mon client, On peut comprendre votre indignation par rapport au tribunal de Bruxelles. oui, Pierre Bassabosé euh, avait été militaire depuis ses 17 ans, je crois jusqu'en 1980-81. Euh, Après, il est devenu commerçant à Kigali et on prétend qu'il était richissime. On prétend. Mais j'ai demandé aux deux témoins qui ont parlé de ça, mais j'ai dit, écoutez, richissime, sur quoi est-ce que vous vous Il ne basez? fait pas un péché? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Est-ce que vous avez examiné si elle avait par exemple des propriétés à l'étranger, ses comptes bancaires, tout ça? Ah non, on n'a pas examiné ça. Ah ben j'ai dit, et vous dites qu'il était richissime. C'est quand même un peu facile ça, hein? Et d'autant plus, je dis, maintenant il est très pauvre à Bruxelles, hein? Pauvre. Alors, quelqu'un qui a été richissime ne devient pas pauvre, hein? Il soigne ses arrières, il Ah, investit à l'étranger, etc. Donc, tout ça, c'est du fantasme, de la fabrication. Moi, je reproche à ce dossier belge qu'il a été fabriqué sur commande du FPR, du gouvernement du Rwanda, parce que le parquet fédéral belge, comme les services secrets belges, ont des accords cachés avec le procureur à Kigali, procureur général à Kigali, et les services secrets rwandais, qui sont bien présents en Belgique aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on commande comme on a fait avec Roussé Sabagina aussi, on a commandé une enquête en Belgique, parce que ces gens se trouvent en Belgique. Et pour moi, on fabrique des dossiers. oui, si vous voulez bien, on va tout à l'heure parler de l'attitude de la Belgique avant, pendant ou Oui, oui, jusqu'à nos jours. Mais avant cela, Maître Flamme, euh, nous avons, enfin, le monde entier a été étonné de voir comment Kagame, vous venez de nous parler de 4 génocides
et vous avez justifié pourquoi. Mais voir les énergies que Kagame a déployées pour prouver au monde entier qu'il n'y a eu qu'un génocide, celui des Tutsis, et que le monde entier, justement, enfin, entre guillemets, hein, en tout cas beaucoup de gens, beaucoup de la communauté internationale, comme on l'appelle, l'ont cru et ils se sont basés sur euh, sa Bible ou son évangile, comme vous l'avez appelé. Oui, Ils sont basés sur c'est pas l'évangile, moi qui dis ça, c'est l'ambassadeur. justement pour euh, agir, réagir à propos de ce qui s'est passé au Rwanda. Je pense que ce n'est pas juste par rapport à ce que vous nous aviez dit tout à l'heure à propos des génocides. Euh, donc, cette reconnaissance, rien que du génocide des Tutsis, en tout cas, il cache peut-être un plan. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, oui, Mm. j'ai parlé de ce plan. Le seul plan préexistant a été celui de Kagame et de ses complices internationaux. Donc, Mm. personne ne parle de ça. Ça, c'est encore le bas fond de l'iceberg. Et quel était le but des complicités internationales? C'était évidemment garder la main basse sur donc la continuation de la colonisation, mais avec un agent colonial moderne, c'est-à-dire quelqu'un du pays, qui a été entraîné par les Américains, par les services secrets américains. Kagame a passé beaucoup de temps aux États-Unis pour les formations, etc. Et a alors supplanté Fred, euh, donnez-moi le nom, Russingwa, qui était le premier commandant du FPR et qui était en négociation avec le président Abiyarimana pour le retour des réfugiés. Abiyarimana ne disait pas non à ça, mais il disait il faut organiser ça parce que c'est pas évident. Et donc ça, c'est le seul plan préexistant, le plan du FPR. Fred, qui était quand même, qui avait un soutien assez important, a été assassiné, je pense. On dit qu'il est mort dans les premières attaques, mais euh, une autre probabilité est Oh, qu'il il y ait... a des témoignages, surtout des transfuges du FPR, qui disent Oui. qu'ils ont été témoins de son assassinat. Donc, Ah bon, qui l'affirment et qui disent même les personnes qui ont eu un rôle dans cet dans assassinat. l'assassinat. En tout cas, pour nous, les Rwandais, ce n'est plus un secret pour personne. Oui. Mais ça aussi fait partie du plan, hein. Mm. Celui qui est conciliant doit disparaître et Kagame n'a toujours eu en tête qu'une chose. Pour moi, Kagame, le personnage de Kagame est un personnage assez terrifiant et diabolique. Euh, je crois que on peut le comparer à Hitler et à Poutine. Ce sont des psychopathes. Et moi, je l'appelle l'Hitler de l'Afrique. Parce qu'il est Oui, responsable de millions de morts, une oui, échelle de guerre mondiale. c'est évident, c'est évident. Justement, en parlant de ce plan, il y a quelque chose qui a fait tilt justement dans cela, c'est que voir comment il a commencé à utiliser le génocide des Tutsis euh, par-ci, par-là, partout et en tout, je pense que cela révèle qu'il y avait en dessous quelque Oui, chose de la part de... évidemment, il avait besoin du génocide contre les Tutsis pour justifier tout le reste qu'il a fait. Donc, ça faisait partie de son plan. Il savait très bien, et d'ailleurs Clinton le lui avait dit, si vous descendez cet avion, tout va exploser. Il y aura des centaines de milliers de morts. Il savait ça très bien. Donc, il voulait ça.
pour alors justifier et pouvoir se positionner comme le sauveur du Rwanda. Voilà, ça aussi, c'était le plan. C'est assez terrifiant, hein? Oui, c'est assez terrifiant et le monde ne s'en émeut pas, malheureusement. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que en utilisant ce génocide des Tutsis, qu'il utilise vraiment à tout bout de champ, il a dit, voilà, si quelqu'un d'autre dit qu'il y a eu un deuxième génocide, un troisième ou un quatrième, c'est un crime et il sera condamné. En tout cas, au Rwanda, c'est plus que d'avoir tué des gens, des Tutsis ou d'autres. C'est plus qu'un crime que de dire, voilà, d'après voilà, ce que je Oui, vois, il y a eu peut-être d'autres théories. Madame Victoire Ingabire a oui, dit qu'il y avait eu des victimes Hutus et vous savez ce que ça lui a valu. Je pense que justement, Kagame ne veut pas parler d'autres victimes. Ah, non, c'est sûr. d'après vous, il a peur de quoi? D'après vous, euh, cette loi, elle a quelle valeur en tant que juriste qui avait plaidé ou en tout cas officié d'une façon ou d'une autre dans des tribunaux Oui. qui jugeaient des génocides? Est-ce que un génocide peut empêcher qu'il y ait eu un autre? Ça, c'est vraiment effarant. Oui, évidemment, pour d'abord répondre à votre question, et puis je vais ajouter quelques éléments encore. Euh, Son évangile ne sert que lui-même. Il devait, d'une façon ou d'une autre, camoufler son plan, parce que son plan était diabolique et était toutes ces exactions, ce sont des crimes de guerre, c'est du génocide. Donc, il devait camoufler ça. Et ça a été fait assez intelligemment en disant, oui, mais non, j'avais besoin d'attaquer ce pays. C'est une justification a posteriori, évidemment, et de faire l'offensive finale qui commence le même jour que l'assassinat, le 6 avril. Il lance l'offensive finale. Luc Marshall, le colonel qui était commandé les troupes minuar à Kigali, a dit, et son témoignage a été refusé, c'est un de mes témoins refusés par la présidente, mais c'était très important qu'il vienne parce qu'il a clairement dit dans des textes, il est impossible d'improviser un tel assaut final en un jour. Ça demande des mois de préparation. Il faut que tout soit prêt parce qu'il n'y a pas que l'offensive en tant que telle, il y a les ordres qui doivent se donner à toutes les compagnies. C'est énorme, une offensive pareille. Donc, ça rejoint le fait que il a commis aussi l'assassinat contre les présidents parce qu'il savait d'avance, il a pu préparer son offensive finale dès ce jour-là, commencerait ce jour-là, que parce qu'il savait que l'avion allait être descendu. C'est la logique même. Autre chose est que, et là, mais ça les Rwandais, je crois, le savent aussi déjà, hein, parce que la population rwandaise sait beaucoup, mais souvent, par peur, et je le comprends, n'ose pas en parler. C'est que même les interamoués, qui sont considérés comme les exécuteurs du génocide, étaient infiltrés par les FPR. Le dossier secret dit ça aussi, et dit, même aux barrières, les interamoués étaient commandés par des officiers FPR. Ça aussi, c'est terrifiant. Euh, et on donne leur nom dans le dossier secret. En plus de ça,
et ça, je voulais encore ajouter à tout ça, ce qui confirme ce que je dis, n'oublions pas que Carla Del Ponte, qui a succédé à Louise Arbour comme procureur du TPIR, à certains moments a pris la décision de donner suite au dossier secret, qu'elle connaissait évidemment, et de faire des enquêtes concernant les crimes du FPR. Mais elle a, puisqu'elle devait enquêter au Rwanda, elle a tout de suite été sabotée par Kagame, et Kagame a tout de suite obtenu sa démission. Ça, quand même, c'est un signe qui prouve tout le reste. On ne peut pas enquêter sur les crimes du FPR, donc on en a peur. Hein, quand on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il faut protéger ses secrets. Et aucun membre du FPR n'a jamais été poursuivi par le TPIR, alors que la compétence du TPIR était géographique. Tous les crimes commis pendant l'année 1990, tous les crimes. Donc aussi celle contre les Hutus. Et je dis bien plus que ça, je dis à la procureure belge, mais madame, depuis peut-être 2 décennies, vous ne poursuivez que des Hutus. Et que faites-vous? Que faites-vous avec toutes les exactions du FPR sur le sol rwandais, au Congo et partout ailleurs dans le monde? Parce qu'on assassine même en Belgique. Hein. Moi, j'ai un confrère, avocat très important, qui a été assassiné dans sa maison. Hein. Terrifiant, hein. J'ai vu son corps. Hein. Oui, il y a eu des assassinats en Afrique du Sud, il y a eu des assassinats Oui. au Et Kenya et donc, il y a eu des assassinats et donc je dis à Madame la magistrate fédérale, pourquoi il y en a qui se la coulent douce ici en Belgique, des anciens du FPR, pourquoi est-ce qu'elle ne vous les poursuivait pas? Elle m'a répondu, donnez-moi des noms. Oh, je dis, Madame, la semaine prochaine, je vous dénonce. Et je lui ai donné des noms. Rien ne se passe. Donc, la Belgique est complice. Mais ça, vous avez une oui, autre justement, question. essayez de nous aider à établir justement cette relation, cette attitude de la Belgique depuis le début de ces tristes événements de 1990 Oui. enfin, à maintenant, quoi. Écoutez, la Belgique avait un très bon rapport amical avec le régime de Juvenal Abiyarimana. J'ai demandé d'ailleurs, j'ai posé la question à l'ambassadeur à l'audience, est-ce que le régime Abiyarimana était criminel? Il m'a répondu non. Le régime Abiyarimana avait une très bonne réputation dans la communauté internationale. Il y avait des projets de coopération qui marchaient. Il avait finalement installé, à la demande de Mitterrand, à la Baule, le multipartisme, etc., etc. Mais ça, c'était à la fin, évidemment. Le roi Baudouin était un grand ami du président Abiyarimana. On ne peut pas s'imaginer qu'il aurait été un ami d'un criminel. Et sous pression du MR, du parti MR en Belgique, et plus spécifiquement de Jean Gaulle, la Belgique, à partir de 1990 ou même avant, choisit le camp des rebelles. Enfin, ça aussi, c'est quand même unique dans l'histoire. Hein? Un gouvernement occidental choisit le camp des rebelles qui commence une guerre Vous d'agression. aviez dit qu'ils avaient aussi un siège ici en Oui, Belgique. à Bruxelles. C'est écrit dans la lettre de Kagame, qui faisait partie aussi du dossier, pas du dossier secret, mais du dossier général du procureur du TPIR. On voit le numéro de la pièce. Cette lettre a été lue, je crois, dans l'affaire militaire 1, et le procureur n'a pas contesté son authenticité. C'est l'avocat Chris Black qui l'a lu en disant, écoutez, s'il y a un plan, c'est celui-ci, la lettre, qui confirme le plan. Et donc, la Belgique, pour retourner à la Belgique, il y a des choses très inquiétantes. Hein. À certains moments, donc, la Belgique, officieusement peut-être, mais quand même, rejoint plutôt les rebelles, en sachant les conséquences que ça peut avoir.
les rebelles, la première question à poser dans toute l'histoire du génocide rwandais, c'est qui a financé les FPR? Parce que les FPR, en 2, 3 ans de temps, devient l'armée la plus puissante de la région, pour ainsi dire, avec des armes modernes, etc. Qui les a financés? Qui les a armés? La réponse est donnée par le professeur Erlinder, les États-Unis. Peut-être par le biais de l'Ouganda, mais les États-Unis. Donc, il n'y avait pas que le soutien des Belges, il y avait le soutien des États-Unis aussi. On peut poser la question. Le Pentagone, hein. D'abord le Pentagone. Le Pentagone, c'est un peu un État dans l'État aux États-Unis. Erlinder l'explique très bien. Et donc, la Belgique rejoint ça. Ce que les États-Unis font, la Belgique le fait aussi. N'oublions pas que la Belgique a livré l'uranium pour les bombes de Nagasaki et de Hiroshima aux Américains. Ça venait du Congo, évidemment, l'uranium. Donc, ce que les États-Unis dictent, la Belgique suit, comme d'autres pays d'ailleurs. Et alors, quand les événements commencent depuis le 1er octobre 1990, la Belgique est naturellement discrète, mais n'oublions quand même pas, et ça peut, les Rwandais le savent, qu'à certains moments, ce sont les Français qui soutiennent l'armée rwandaise, pas les Belges, hein. Donc là, déjà, c'était un peu un abandon de l'ancienne colonie. Mais les Français sautent dans le gap et combattent le FPR pendant 3 ans au moins, avec succès, aux côtés de Gratien Kabiligui, qui à ce moment-là était commandant en chef au front, je pense. Euh, et voilà, donc, et à certains moments, la Belgique convainc les phares à détruire leurs armes anciennes. Évidemment, ils font immédiatement une commande d'armes modernes à la Belgique. La Belgique, c'est une plaque tournante mondiale pour les armes, hein. Et en plus de ça, il y a eu à certains moments dans cette période-là une explosion énorme à Kigali. Beaucoup de témoins le confirment. C'était les stocks de munitions qu'on faisait exploser suite à ce que les Belges avaient dit. Donc le Rwanda commande des nouvelles armes à la Belgique, paye par crédit documentaire 17 millions de dollars à la Belgique et la Belgique refuse la livraison. Est-ce que ce n'est pas un acte de complicité énorme, ça? Donc la Belgique livre son ancienne colonie aux agresseurs. Ah, mais ça, je trouve quand même fameux comme complicité. Et je pense qu'en ce moment-là, le Rwanda n'avait pas encore été soumis à un embargo quelconque. Donc, Non, c'était non, seulement, non. ça venait de la Belgique. C'était en 92-93. Mm. Il n'y avait pas d'embargo. Même le procureur invoque cet embargo. Mais je dis non, madame. À ce moment-là, il n'y avait pas d'embargo. Donc, vous vous trompez parce que le parquet fédéral ne peut que admettre qu'en effet, ces armes n'ont pas été livrées. Mais alors, même si ça y avait eu embargo et qu'on s'était donc trompé en acceptant cette commande et en acceptant les 17 millions de dollars, les 17 millions de dollars n'ont jamais été remboursés par la Belgique au Rwanda. Alors la question se pose, est-ce que la Belgique n'a pas livré ses armes au FPR? C'est une grande question, mais il y a aussi une autre grande question, Maître Flamme. Je suis moi-même belge, hein, je suis devenu belge. Je suis tout ce qui est de la justice belge, de la politique belge. Euh, Aidez-nous à comprendre euh, l'affaire des 10 casques bleus Oui, belges qui ont été assassinés dans le oui, camp Kivali. oui. Euh, Est-ce que la Belgique suit cette affaire? Est-ce que la Belgique a Ah, abandonné? Est-ce que la Belgique... euh, il y a eu un procès concernant ces assassinats et on a condamné un Rwandais, j'ai oublié son nom.
Mais son avocat, Haga, je crois, ou quelqu'un d'autre. oui, j'oublie le nom, mais il a été condamné à 20 ans euh, et son avocat, j'oublie son nom aussi, qui est maintenant au Congo, qui vit au Congo, a vraiment été diabolisé par la justice belge. On l'a torpillé, on lui a rendu la vie impossible. Ce qu'on essaye avec moi aussi, surtout dans l'affaire Neretier, mais ça n'a pas marché parce que moi je dis tout ce que je sais et c'est mon obligation légale et déontologique. Voilà. Alors je demande, vous n'allez quand même pas m'empêcher de faire ça. C'est mon obligation légale de dire tout ce que je sais. Et je Oui, le parce dis. que c'est quand même curieux de voir comment une seule personne a tué ou fait Oui, tuer les 10 casques bleus. oui, ça n'est pas Un exact. tel acte, pour un tel acte, il faut la complicité, il faut toute une chaîne, il faut, c'est Oui. pas comme ça, une seule personne qui décide à Mais lui seul. alors, ce que j'ajoute à ça, c'est très intéressant que vous en parlez, des paras belges qui ont été massacrés vraiment, hein, c'était terrible. Euh, mais qu'on utilise cela pour dire, ah, nous partons. Et Willy Klaas, qui était le ministre des Affaires étrangères, a même essayé de convaincre tous les autres participants à la minuar de retirer leurs troupes aussi, et donc de livrer le Rwanda au FPR. C'est quand même effrayant, ça. Moi, je dis que les crimes contre les dits paracommandos, il y en avait peut-être plus même, dit-on, 11 ou 12. Où est le 11e et le 12e? Que ces crimes contre les paracommandos étaient une raison pour la Belgique de surtout rester là-bas. Parce qu'évidemment, il y a un plan derrière ça. Les Belges étaient les meilleures troupes avec le plus d'expérience et ils avaient le secteur Kigali. Luc Marshall commandait le secteur Kigali. C'est énormément de choses. C'est pour ça qu'on l'a écarté de ma liste de témoins. Comme on a écarté Judy Rever, Charles Onana et d'autres. Moi, je suis là, finalement, avec deux témoins qu'on a acceptés pour moi, l'ambassadeur et Joseph Matata. Et Joseph Matata a dit des choses, a confirmé à l'audience, parce que c'était une de mes questions, que les interamoués étaient infiltrés par la FPR. Mais évidemment qu'il dit. Et on lui a demandé où est le plan, qui a fait le plan. Il a dit le plan global a été fait en Ouganda par le FPR. Mais il y a un cadre, un haut cadre, d'ailleurs, c'est pas n'importe qui du FPR qui a affirmé. Moi, j'ai un élément audio ici, d'ailleurs vidéo, où il affirme qu'ils avaient infiltré 5 personnes par cellule administrative, Oui, et qu'ils avaient envoyé des gens pour voilà, inciter les gens dans les cellules du côté oui. qui n'occupaient pas. Donc, c'est pas, ça ne vient pas de Matata, Joseph, ça ne vient pas de qui que ce Non, non, soit, non, non. ça vient du FPR lui-même. Ah, Euh, oui, c'est possible. Personnellement, je parcourais toute la ville pendant les 3 mois qu'on tuait les Tutsis. Je Oui, parcourais toute la ville pour essayer de sauver ce que je pouvais, oui. pour essayer de les mettre dans des endroits plus ou moins sécurisés. En Et mettant votre propre vie en danger. plusieurs fois, mon véhicule a été tiré dessus et les balles avaient traversé même derrière l'appui-tête ou à l'appui-tête Oui, devait se trouver ma tête. Et c'est moi qui conduisais. Tous oui. les chauffeurs avaient refusé de me conduire parce qu'ils disaient, Évidemment. celui-là, il est suicidaire. On ne peut pas. Oui, c'est très Donc, courageux, surtout. Ce que je vous voulais avez. vous dire que moi-même, j'ai échappé à un élément du FPR qui voulait me tuer. Parce que quand il tuait une autorité, moi j'étais parmi l'autorité Oui, de la ville de Kigali, alors il est tué pour essayer d'attribuer le crime
au Pour les phare Tutsis ou surtout. pour, voilà. Oui, Euh, c'est ce que ce professeur Verhagen est venu dire vendredi euh, quand je le confrontais avec cette absurdité de cette théorie que ce sont les extrémistes ou tout. Oui, mais non, dit-il. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le contingent FPR dans les bâtiments officiels là-bas et que dès le 7 avril, les phares bombardent ce bâtiment. Mais je dis, monsieur, on était quand même en temps de guerre et l'avion est descendu par les FPR et l'offensive finale commence. Alors évidemment qu'on bombarde le contingent FPR à Kigali. C'est quand même dans la logique des choses, ça. Voilà. Mais on retourne les choses, évidemment. On dit non, mais les personnalités qui étaient sur... Là, il y avait des listes du FPR pour tuer les personnalités importantes à Kigali dès le 7 avril. Il y en a... L'élément infiltré, justement, avec son fusil, m'a descendu du véhicule et m'a amené à côté, dans un buisson Ah qui oui, était à côté. Et les autres Interahamwe étaient un peu occupés, qui étaient sur la barrière. Ils étaient distraits par quelque chose, je ne sais pas quoi. ouais, Et ils se sont rendus compte que mon véhicule était encore sur la route et que j'étais pas dedans. Alors, ils l'ont poursuivi. Ils ont dit, mais où tu amènes c'est lui qui est ici dans la ville, c'est lui qui fait tout. Où est-ce que tu l'amènes? Ce n'est pas, il est avec nous tous les jours, il passe ici tous les ouais, jours. Ce n'est pas lui l'ennemi du Rwanda ou ouais. du pays. Alors, ils m'ont relâché, je suis parti vers Nyamirambo et de retour, ils m'ont dit, voilà, viens voir. Je dis, ils vont encore une fois. Ils m'ont montré dans la rigole, ils ont dit, voilà, on a enquêté sur lui, le type qui voulait te descendre, on a enquêté sur lui et on a su partout où il est passé et tout ce qu'il a fait. Ouais. Et voilà, maintenant, il venait du FPR, c'est lui qui nous incitait à faire, à commettre ceci ou cela, et voilà, il est là. Euh, Alors, ce qui me vient à l'idée maintenant aussi, ce que j'ai déjà dit à un témoin pendant le procès, qui a les 2 premières semaines du procès, c'était un enquêteur au TPIR. Vous parlez d'autant de morts de Tutsis. Un, est-ce qu'il y a eu des constats, parce que je dis ça au procureur aussi, hein, vous parlez ici d'un certain nombre de morts qui sont parfois anonymes et où il y a des noms aussi parfois. Nous savons que au moins 2, 3 de ces personnes ne sont pas mortes alors, mais sont mortes plus tard. Il y en aurait même un qui serait encore en vie. Mais j'ai dit, avez-vous des constats officiels qui ont vu les cadavres? Un, comment savait-on que c'était des Tutsis? Deux, et comment savait-on leur identité? Trois. On dit 800 000 Tutsis, mais qui pouvait dire que ce cadavre était Tutsi ou pas? Moi, personnellement, euh, je connais quand même un peu la population rwandaise. Euh, moi, je peux dire que quelqu'un est Tutsi ou non? Pas du tout. Et les Rwandais m'ont dit la même chose. Nos enfants ne savaient même pas ça, qu'il y avait des Tutsis et des Rwandais à l'époque des événements qu'on devait fuir. Et dans la voiture, ils nous demandaient, oui, mais Tutsi, c'est quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Pour vous dire que, et ça l'ambassadeur le dit aussi, que du temps d'Abiyarimana, il y avait une paix intérieure, il y avait des problèmes, bien sûr, mais il y avait quand même beaucoup de mariages mixtes. oui, c'était difficile enfin, même actuellement, il est difficile de voir quelqu'un de par Oui, sa taille, de par sa morphologie et dire, voilà, lui, il est Tutsi, lui, il est... voilà. Mes enfants qui sont nés ici en Belgique, ils sont très fins, très... voilà, Oui, c'est oui. pas... Vous c'est pas... pourriez facilement être un Tutsi, hein? Oui.
Bon, clôturons notre petite interview par, puisque nous parlions tout à l'heure de l'attitude de la Belgique, essayons de rebondir là-dessus pour parler aussi de la vue du rôle des autres puissances. Vous avez parlé du titre de votre livre, du rôle des puissants. Euh, et pour revenir dans notre sujet du génocide, tout le monde se pose la question, mais pourquoi les États-Unis, pourquoi le Royaume-Uni ne veulent pas entendre du génocide des Tutsis? Ils disent non, Des c'est pas. Hutus. Le génocide des Hutus. Non, des Tutsis aussi. Parce que officiellement, aucun officiel des États-Unis, nous avons, ça a causé quand même pas mal enfin, Oui, non, de problèmes entre les États-Unis et le Rwanda, oui. euh, le Royaume-Uni et le Rwanda, parce que aucun officiel de ces deux pays ne veut jamais dire que le génocide qui a été commis au Rwanda était le génocide des Tutsis. Ils sont, bon, ils s'arrangent pour dire, voilà, le Oui, oui. génocide tout court, mais ils ne sont pas d'accord avec les Non, valeurs de Paul Kagame. Et on se pose la question, pourquoi? oui. Pourquoi? Je ne vois qu'une raison possible, c'est que pour eux, qui ont quand même des informations Mm. que d'autres pays n'ont pas, hein, leurs services secrets sont très très bien organisés, sont partout dans le monde, et je pense que ils se disent que si ils confirment qu'il n'y a que des Tutsis qui ont été assassinés, que ça ne sera pas crédible et qu'ils vont se décrédibiliser. Euh, il ne faut jamais nier l'évidence. Hein? Et ce qui est quand même remarquable dans cette position de Kagame, mais à mon sens, il ne peut pas faire autrement, c'est de nier l'évidence même. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, et la deuxième partie de mon livre traite de ça, je reproduis un procès fictif parce que je ne savais pas reproduire le procès que j'ai plaidé devant le TPIR. Je reproduis un procès fictif, mais tout ce que je dis a été vérifié. Ce sont d'autres avocats qui l'ont vécu parfois, moi qui l'ai vécu. Donc, dans le cadre du procès en question, et ce qui est transférable à la Cour pénale internationale et aux justices belges, françaises, par exemple, hollandaises aussi. Là, j'ai aussi défendu Jean-Baptiste Mugimba. En Hollande, j'ai été quand même effrayé d'entendre comment on procédait là aussi. Euh, le, le, la légèreté de tous ces dossiers où on dit que, par exemple, on dit que Bassa Bosé finançait les interamway, on dit que, mais je sais qui ça, on. Dites-le nous. Mais il n'y a pas de réponse alors. Des amis, j'ai quels amis? Voilà, donc c'est du brouillard. Et ça me choque très fort. Et donc, OK, on ne dit pas vraiment le génocide des Tutsis, certains le disent évidemment, certains politiciens le disent, hein, en Belgique, oui. Par exemple, le fameux rapport de la commission parlementaire belge ne parle pas des victimes Hutus. On ne parle que des victimes Tutsis. Pour moi, ce rapport est un rapport politique pour couvrir la politique de la Belgique, qui est complice, et n'a aucune valeur. Et donc, euh, ce qui me choque, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on ne poursuit que des Hutus dans des procès manipulés, fabriqués, et que c'est donc toujours un acte politique. J'ai commencé par dire ceci est un procès politique, parce que il est clair que la politique belge demande au procureur fédéral ou impose au procureur fédéral de poursuivre tous ces gens, que des Hutus. Euh, et j'ai écrit une lettre ouverte à un certain moment, tant au ministre de la Justice de l'époque que au Premier ministre actuel, Alexandre De Croo,
en exprimant le fait que je suis choqué qu'on ne parle pas des victimes hutus, congolaises, toi, qu'il y a le silence organisé autour de ça et que la Belgique est complice. Je lui ai dit, en fin de lettre, combien de temps encore, Monsieur le Premier ministre, allez-vous abuser de la confiance de notre population? Parce que c'est avec notre argent que vous commettez ces actes complices. Je n'ai pas eu de réponse, ni de l'un ni de l'autre. J'ai publié cette lettre sur Facebook, je l'ai envoyée à tous les chefs de parti belges, aucun ne m'a répondu. Un seul accusé de réception des socialistes, sans plus, un accusé de réception. Qui ne dit mot consent. C'est un adage en droit. Oui, tout à fait. Voilà, nous avons fait le tour de cette question des génocides au Rwanda depuis 1990. Merci en tout cas, à Maître Jean Flamme, pour avoir été avec nous, pour nous donner aussi cette lumière sur ces événements, ces tristes événements. Avec plaisir. Et nous espérons que vous trouverez encore une fois quelques minutes pour Absolument. parce qu'on ne peut pas en une heure faire Non, le tour de tout cela. c'est tellement complexe. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end chez vous et à la Merci. prochaine fois. À vous aussi. Et merci de cette interview. Au revoir. Au revoir.